Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis encore en retard sur mes vidéos. J'en suis désolée, mais là je travaille sur une très grosse vidéo qui me prend énormément de temps, plus mon travail à côté. Donc je vous fais une petite compilation de certaines disparitions qui sont tout aussi importantes. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire, l'affaire des disparus de l'autoroute A6. L'affaire des disparus de l'autoroute A6 menant de Paris à Lyon est une affaire tentaculaire, de disparitions successives de jeunes femmes, puisque pas moins de 14 d'entre elles seront recensées dans un décombre macabre. Disparitions toutes survenues entre le 22 août 1984 et le 2 août 2005, dans la traversée du département de la Saône-et-Loire. Longtemps, cette affaire particulièrement sordide sera marquée par la fatalité et le manque de chance, comme si un mystérieux inconnu voulait sans cesse se mettre en travers de la justice. Notons aussi que le terme disparu de l'autoroute A6 ne peut s'appliquer ici qu'à l'ère géographique des disparitions signalées et des crimes commis, puisque jamais aucun des faits ne pourra être imputé à un utilisateur de l'autoroute, quel qu'il soit, chauffeur routier, vacancier, navetteur ou personnel y travaillant au quotidien. D'entrée, il convient de préciser que l'affaire dite des disparus de l'autoroute A6 regroupe en fait une quinzaine d'affaires criminelles, gérées au départ par des services enquêteurs différents, qui ne se connaissent pas tous, ne font pas de lien évident entre toutes ces affaires, dont certaines d'ailleurs ne sont que très peu médiatisées. C'était, à cette époque-là, la difficulté essentielle de voir large et grand, dans une zone géographique donnée. Ni les magistrats d'alors, ni même certains enquêteurs en charge de ces dossiers n'étaient vraiment prêts à partager leur information ou à céder leur affaire, au risque de la faire capoter et de ne jamais la voir aboutir. Les temps, heureusement, ont changé. Leur seul point commun réside dans le fait que toutes ces disparitions mystérieuses, vite devenues inquiétantes pour les proches et les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, saisis selon les zones de compétence et l'implantation des juridictions, concernent, après analyse et rapprochement fait, mais bien tard, des jeunes femmes sans histoire, âgées de 13 à 37 ans, qui ont toutes disparu brutalement, sans laisser de signes évidents, ni de traces, dans un rayon de 200 km grosso modo, en amont et en aval de Mâcon, le long de l'axe autoroutier le plus emprunté d'Europe, l'autoroute A6. Dès lors, toutes les hypothèses sont permises. Présence d'un tueur en série, même si ce terme est encore utilisé avec beaucoup de prudence en France. Mauvaise rencontre répétitive de jeunes filles insouciantes. Le hasard aussi, pourquoi pas, dans ce que les habitants de la région dénommeront très vite le triangle de la peur, couvrant toute la région allant de Chalon-sur-Saône à Mâcon à Montceau-les-Mines. Au fil de l'évolution de l'enquête, portant au tournant des années 2000, sur près d'une quinzaine de cas signalés et d'investigations différentes, sans toujours pouvoir forcément les lier d'ailleurs, allant de rebond en sursaut, mais sans véritablement aboutir, la mère d'une des premières victimes créera l'association Christelle, en hommage à sa fille disparue. Elle regroupe une majorité des membres des familles de victimes, 11 s'étant déjà spontanément affiliés à elle. Le 20 août 1984,
Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines de 22 ans, inséparables, originaires de Liège en Belgique, appellent leurs familles respectives, toujours en Belgique, pour les prévenir de leur arrivée imminente en Bourgogne et plus exactement à Mâcon. Elles sont parties pour faire du stop, pour visiter la région pendant une quinzaine de jours. 2 jours plus tard, elles quitteront le domicile de leur amie à Mâcon. On ne va plus jamais les revoir. Les parents, inquiets, ne recevant plus aucune nouvelle, donnent l'alerte. Dans les jours qui suivent. Mais aucun témoignage utile ne sera recueilli. Aucune piste ne se dessinera non plus dans cette double disparition des plus mystérieuses. 2 ans plus tard, le 14 novembre 1986, Sylvie Aubert, jeune caissière à l'hypermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône, quitte son travail à 21h. Elle emprunte, comme tous les soirs, avec son vélomoteur, une petite route pour rejoindre la maison de ses parents, à Saint-Loup-de-Varennes. Son père, inquiet de ne pas la voir revenir, va partir à sa rencontre et va retrouver le vélomoteur à quelques kilomètres du domicile, ainsi que son sac à main et l'une de ses chaussures. Le tout au milieu de la chaussée. Ce n'est pas un accident, mais bien un enlèvement, puisque son corps sera retrouvé 5 mois plus tard, dans la rivière d'Eune, sur la commune de Géange, non loin des lieux. Faisons alors suite à ces 3 disparitions successives qui ont déjà été prises en compte antérieurement. C'est le décès de Christelle Mellery, le 18 décembre 1986, âgée d'à peine 16 ans, la 4e victime déjà recensée, qui va mettre les enquêteurs encore un peu plus sous pression. Son corps est finalement découvert assez rapidement, lardé d'une trentaine de coups de couteau, porté avec une sauvagerie inouïe dans le local à vélo de son immeuble. En effet, dès 1990, le juge d'instruction en charge de cette affaire, jamais résolue, rend une ordonnance de non-lieu. Curieusement, on apprendra que certaines pièces à conviction de l'affaire, notamment les vêtements de la victime, ses bijoux, le couteau retrouvé à 200 mètres du lieu du crime, ont été détruites, comme toute attente et en violation de toutes les règles de conservation en vigueur dans les juridictions, dont, bien sûr, celui de Chalon-sur-Saône. Christelle Blétry, âgée de 20 ans, élève au lycée agricole de Vérouzevre, est découverte le 28 décembre 1996 dans un fossé près de Blancy, le corps entaillé de 123 coups de couteau. Élève au lycée agricole de Vérouzevre. C'est en 2003 qu'un enquêteur privé travaillant pour le compte de l'association Christelle, fondée par Marie-Rose Blétry, mère de Christelle, fera des avancées significatives. Pour tenter de relancer l'affaire, restée au point mort, il a réussi à recueillir, non sans mal, le témoignage de l'ancien petit copain de Christelle, qui sera déterminant pour la résolution de cette affaire au moins, et redonnera de l'espoir à tous ceux qui croient, et ils restent nombreux, que ce n'est pas une fatalité qui s'abat sur la région. Celui-ci avait en effet affirmé qu'après le meurtre, un dénommé Jean-Pierre Murat, vague connaissance à lui, traînant toujours dans la cité sans but précis et oisif, lui avait proposé de le dédommager de 300 € pour le décès de la jeune fille. Le petit copain en question n'avait pas alors cru bon de signaler cet élément. L'information judiciaire est réouverte en 2005. Jean-Pierre Murat, 44 ans, est interpellé, placé en garde à vue par les policiers et entendu sur les faits. Lors d'une perquisition menée chez lui, des dizaines de couteaux différents sont retrouvés. Les lames sont toutes analysées et comparées à celles du couteau de la scène de crime, qui, rappelons-le, a été détruit avec d'autres scellés, et comparé au vu de clichés photographiques pris sous divers angles et avec divers grossissements.
Il apparaît très vite, évident que les lames saisies et celles prises en photo ont été aiguisées par la même meule, et très probablement par là où les mêmes personnes, usant de la même technique. En effet, l'expertise menée par les fins limiers de la police judiciaire de Dijon s'appuie sur 4 points communs de stigmates d'affûtage, laissés par la meule, un peu comme lors d'une expertise balistique, où sont comparées les traces laissées sur les projectiles balles par le canon d'une arme. Ces éléments, ainsi que d'autres témoignages, convergent, permettent au juge d'instruction de mettre en examen le suspect pour homicide volontaire le 15 décembre 2011 et de le placer en détention provisoire à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, en Saône-et-Loire. Notons qu'avant son arrestation et sa mise en cause, ce jeune homme originaire du Creusot avait déjà été interné en milieu psychiatrique à Chalon-sur-Saône, sur demande d'un proche et sur avis médical. Âgé de 19 ans, porté sur l'alcool et les stupéfiants, ouvrier métallier sans conviction, déjà père d'une petite fille, il traînait dans le quartier des Charmilles, à proximité immédiate de la cité HLM où Christelle résidait. Il connaissait très bien les lieux, car il avait déjà été impliqué dans des cambriolages commis dans des caves de cette résidence. Condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans devant les assises de la Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, Jean-Pierre Murat, ayant fait appel de cet arrêt, verra cette peine confirmée par la cour d'appel de Dijon, à peine 1 an plus tard. Le jury avait cependant acté que son discernement était altéré au moment des faits par les prémices de la schizophrénie. Une autre jeune fille a disparu, Carole Sotlisiak, une toute jeune fille de 13 ans, dont le corps en partie dénudé et brûlé sera découvert par des chasseurs, dans un bois près de Mont-Soleil-Mines. L'expertise médico-légale déterminera qu'elle a reçu 4 coups de poignard, tous portés au thorax, que des traces de strangulation sont nettement apparentes et qu'elle a également subi des violences sexuelles. Curieusement, une trace de liquide corporel isolée par les enquêteurs a la particularité de ne contenir aucun spermatozoïde. L'ADN qui en est extrait est comparé négativement à celui de Francis Holm, tueur en série déjà identifié, et de 2 autres hommes qui avaient reconnu être présents sur les lieux ou à proximité. Une autre victime, tant le décompte macabre se poursuit malheureusement dans la région, se nommait Virginie Bluzet, avait 21 ans, était originaire de Beaune et a brusquement disparu en février 1997, quelques mois à peine après Christelle Blétry. Son corps est retrouvé le 17 mars 1997 à Verdun-sur-le-Doubs, en bord de Saône. L'expertise médico-légale déterminera qu'elle a, en fait, séjourné 5 semaines dans l'eau, menottée et bâillonnée, la tête couverte d'une taie d'oreiller. Dans ce cas aussi, des scellés initialement non exploités, notamment une infime tache de sang sur le bâillon, tache de sang qui sera accablante à tout point de vue, permettront aux gendarmes de la section de recherche de Dijon de confondre en février 2010 le petit ami de la victime. Sauf que par un hasard judiciaire malencontreux, le juge d'instruction avait rendu dès le 6 novembre 2002 une ordonnance de non-lieu par faute de preuves. Au final, sur cette scène de crime, inédite jusque-là en France, puisqu'elle est longue de près de 200 km, 14 femmes ont donc disparu entre 1984 et 2005, toutes regroupées sous le vocal des disparus de l'autoroute A6, où seule l'opiniâtreté de certaines familles des victimes permettra la poursuite de la quête de la vérité. Maître Corinne Herman est avocate de l'association Christelle, dès sa fondation et co-auteure du livre « Nous, avocats des oubliés », sur la piste des crimes non résolus, paru aux éditions J.C. Latte. Comme Virginie Bluzet,
Au moins 12 jeunes femmes sont décédées ou disparues entre 1984 et 2005 en Saône-et-Loire sans explication. Leurs assassins n'ont jamais été identifiés. Des affaires douloureuses, la plupart sans lien apparent, devenues au fil des années et des errances judiciaires un seul et même mystère, celui des disparus de la 6. 2 ans plus tard, en novembre 1986, Sylvie Aubert, caissière de 22 ans, travaillant au supermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône, est assassinée alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps sera repêché 5 mois plus tard, en avril 1987, dans un cours d'eau qui traverse la commune de Géanges. Ses poignets sont liés par un fil de fer. Elle a été étranglée. Le tueur en série allemand Ulrich Münstermann est même soupçonné d'avoir commis le meurtre et d'être responsable de la disparition des 2 premières touristes belges qui faisaient du stop. Détenu à Fleury-Mérogis, l'homme nie en bloc et les très longues vérifications entreprises par les enquêteurs ne permettront pas de le confondre. La 4e disparue, Christelle Mellery, décède dans la cave d'un HLM du Creusot, à 200 mètres de chez elle, en décembre 1986. 33 coups de couteau se sont abattus sur l'adolescente de 16 ans. Un facteur qui faisait sa tournée aperçoit un homme d'une vingtaine d'années, qu'il décrit comme assez mince, cheveux mi-longs, assez clairs et peut-être même blond, un peu le style du chanteur Renaud. Les enquêteurs disposent également de 2 cartes postales dans lesquelles le meurtre est revendiqué. En 1990, le juge d'instruction rend pourtant une ordonnance de non-lieu. Les pièces à conviction de l'affaire, notamment les vêtements de la victime, ses bijoux, le couteau retrouvé à 200 mètres du lieu du crime, selon le Nouvel Observateur, sont détruites par le service des scellés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. Il faudra attendre 2003 et l'enquête menée par un détective privé pour relancer l'affaire. L'information judiciaire sera réouverte en 2005 et Jean-Pierre Murat, 44 ans, mis en examen pour homicide volontaire en décembre 2011. Mais la litanie macabre ne s'arrête pas là. Pendant l'été 1987, à moins de 2 semaines d'intervalle, 2 jeunes filles seront assassinées. En 1999, toujours du côté de Mâcon, et là encore en bordure de Saône, le corps de Vanessa Thiellon, 17 ans, apprentie cuisinière, est découvert. La victime a été sauvagement battue et est morte d'une overdose, en état d'ivresse manifeste, ce qui n'était pas dans ses habitudes, sans avoir subi d'agression sexuelle. Le corps de Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance, est retrouvé le long de l'autoroute A6, à hauteur de Saint-Albin. Aucun élément concret n'apportera d'explication à ce crime impuni. 15 jours plus tard, à seulement 3 kilomètres de là, Nathalie Maire, employée d'une sandwicherie sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin, est retrouvée décédée sur les lieux mêmes de son travail. Marthe Buisson, une fugueuse de 16 ans, est retrouvée sur une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6, le crâne très abîmé, non loin de Mâcon. Selon plusieurs témoins, elle a été jetée d'une grosse voiture claire. Là aussi, toutes les investigations menées n'apporteront pas de réponse. Entendue par les gendarmes chargés de cette affaire, Nathalie Maire est tuée à son tour 15 jours plus tard, dans une incompréhension totale. Pourquoi elle? Pourquoi à cet endroit-là et à ce moment-là? La jeune fille de 18 ans était employée saisonnière sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin. Elle a été battue à coups de manche à balai et étranglée avec la rallonge électrique du congélateur de la cabane à frites où elle travaillait. Une piste interne au travail de la jeune femme, un instant évoquée, s'avérera finalement non fondée. La 7e disparue, Carole Soltysiak, n'a que 13 ans.
Des chasseurs découvrent son corps nu et partiellement brûlé dans un bois près de Montceau-les-Mines. D'après la Gazette de la Côte d'Or, 4 coups de poignard ont été portés au thorax. Des traces de strangulation sont révélées. Les examens attestent que la fillette a été saoulée avant de subir une agression sexuelle. Le liquide corporel, isolé par les enquêteurs, a la particularité de ne contenir aucun spermatozoïde. L'ADN qui est en extrait est comparé à celui du tueur en série Francis Holm et de 2 autres hommes qui avaient reconnu être présents sur les lieux. Mais les analyses ne donnent rien. Le 9e nom est celui de Virginie Bluzet, disparue en février 1997, quelques mois seulement après Christelle Blétry. Le corps de la jeune Beaunoise de 21 ans est retrouvé en bord de Saône, à Verdun-sur-le-Doubs, après 5 semaines passées dans l'eau. Elle a été menottée, bâillonnée et sa tête recouverte d'une taie d'oreiller. De nouveaux scellés, non exploités jusqu'alors, ont permis, grâce à l'avancée de la police scientifique, de relancer l'enquête en février 2010. C'est également en bord de Saône, du côté de Mâcon, qu'est retrouvé le corps de Vanessa Thiellon, en 1999. L'apprentie cuisinière de 17 ans est décédée d'une overdose, mais elle a été sauvagement battue. Aucune agression n'a été signalée. 6 ans plus tard, le 19 mars 2005, Anne-Sophie Girollet, 20 ans, étudiante en 3e année de médecine à Lyon, disparaît brusquement après un gala de danse à Mâcon, auquel elle participait. Partie en véhicule, elle ne donnera plus jamais signe de vie. Son corps flottant dans la Saône ne sera repêché que le 2 avril, près d'un pont à Mâcon. Le médecin légiste confirme que la victime a subi des agressions sexuelles, qu'elle est décédée par strangulation et coups multiples portés au thorax. 7 ans après les faits, un homme est interpellé et confondu au vu des avancées de la recherche génétique. L'ADN de Jackie Martin est connu car déjà enregistré pour divers méfaits antérieurs. Et il est finalement condamné par la cour d'assises de la Saône-et-Loire à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans pour la séquestration et le meurtre. d'Anne-Sophie Girollet est fait appel. Sa peine sera finalement alourdie par la cour d'assises du Rhône à Lyon, à 22 ans de période de sûreté. La série noire se terminera avec le décès en février 2007 de Corinne Tarré. Elle aura passé 2 ans dans un état de coma neuro-végétatif à l'hôpital, suite à sa découverte très gravement blessée à la tête, dans la cour de son exploitation, près de l'étang de Brandon, dans la région du Creusot. Ainsi se résume l'énigme des disparus de la 6. C'est la fin de cette terrible affaire. J'espère que toutes ces familles un jour sauront la vérité. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Que l'on est sans nouvelles de la première magistrate de la Chenalotte, petite commune du Doubs. Accompagnée de son époux Lucien, elle arpente ce jour-là les sentiers du volcan. Ciel bleu et soleil sont au rendez-vous. La balade démarre en milieu de matinée du côté de Basse-Vallée. Les 2 touristes enchaînent les kilomètres et aux alentours de 16h30, le couple se sépare, histoire pour le mari d'évacuer une envie pressante. Brigitte poursuit sa randonnée. Après sa pause, Lucien, le mari, tente de rejoindre son épouse, mais sans succès. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Brigitte Ligné. Nous sommes le 26 juillet 2021, sur l'île de la Réunion, en plein océan Indien. Là-bas, c'est la douce saison. Il n'y a ni vent ni nuages. Le ciel est d'un bleu royal. Un temps idéal donc pour se promener et faire de la randonnée en montagne. Brigitte Ligné, une sexagénaire sportive. Elle a tout juste 63 ans et est horlogère de profession.
et son compagnon Lucien Guy, tous deux originaires du Doubs, sont en vacances sur l'île pour un mois. Ils décident justement ce jour-là de partir en randonnée autour du volcan du Piton de la Fournaise. Ce sont tous deux des randonneurs chevronnés et aguerris depuis fort longtemps. Ils entreprennent de faire ce jour-là la boucle de randonnée de la Vallée Heureuse par le sentier de grande randonnée GR-R2, en passant par le Piton Lardé et le puits Raymond, passage connu des randonneurs adeptes de la région. Ils garent leur véhicule de location sur le parking de Basse-Vallée, vers Saint-Philippe. Il est alors 10h30. Mais sur l'itinéraire d'accès, au niveau du Piton de Berre, Brigitte Ligné prend un peu d'avance sur son compagnon, qui s'était arrêté pour soulager un besoin pressant. Il était alors 16h30. Il s'en souvient bien encore. Au même moment, le brouillard de fin d'après-midi, habituel à cause de l'altitude et de l'humidité résiduelle, tombe et gêne la visibilité. Quand Lucien appelle son épouse, crie, siffle, fait sonner son portable, il n'obtient pas de réponse. Il s'inquiète alors et entreprend d'abord de chercher seul alentour, mais doit finalement se résoudre à appeler les secours. Brigitte Ligné a bel et bien disparu sur cet itinéraire. Il est 17h03 quand son appel est enregistré à la gendarmerie. Malgré tout, il persévère, refait plusieurs fois les itinéraires qu'ils ont empruntés, notamment vers le puits Raymond, pénètre dans la forêt, insiste sur le téléphone, mais rien. Comble de malchance pour lui. Il est inquiet et perturbé. Le brouillard est de plus en plus dense autour de lui. La pluie tombe, il est entré dans la forêt et s'est perdu. Il sera retrouvé, trempé jusqu'aux os, mais sain et sauf, le lendemain dès 8h du matin. Les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM de La Réunion, aidés des sapeurs-pompiers insulaires, arrivent rapidement sur les lieux où la nuit va tomber incessamment et entreprennent quand même les toutes premières recherches, plus vastes et plus ciblées. Il arrive en effet fréquemment que des randonneurs, parfois mal équipés ou ayant surestimé leur force et leur aptitude à la randonnée en montagne, se perdent par ici où le brouillard d'altitude et l'humidité sont des pièges. Mais on les retrouve vite et on les redescend sur la côte, soit en véhicule tout-terrain, soit en hélicoptère s'ils sont épuisés. Et ce n'est pas le cas du couple formé par Brigitte et Lucien, plutôt chevronnés et habitués à randonner. Les premières recherches, intensives, coordonnées, très actives, sur les itinéraires d'approche du volcan et sur les à côté, ne donnent rien. Un hélicoptère survolera le volcan et la région plusieurs fois. Des chiens pisteurs ne révéleront aucune trace. Fort logiquement, au bout de 6 jours de recherche, tout azimut, elles vont baisser d'intensité au fil du temps et se cantonner à des recherches journalières. Plusieurs fois, l'itinéraire de départ depuis le parking où il s'était garé sera refait méthodiquement par les secouristes du PGHM à leur vitesse de montée, en respectant leur arrêt, en impliquant leur mode de randonnée. Mais rien. Il n'y a pas la moindre trace, pas le moindre indice, pas de piste non plus. Des drones de recherche et de surveillance seront même déployés par la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'île de la Réunion. Alors, 3 semaines durant, la famille, renforcée sur l'île depuis le 2 août et aidée de nombreux amis locaux, continueront à chercher de leur côté. Pour fouiller plus avant et plus en détail les zones plus difficilement accessibles, notamment les bas des sentiers du Piton de Berthe et celui dénommé Jacques Paillet, c'est une équipe de cordistes chevronnés qui a été engagée, car les pentes sont raides par ici, sur ces sentiers. Mais là aussi, malgré un engagement intense, ce sera en vain.
à croire que Brigitte Ligné s'est littéralement évaporée. Dans la commune de la Chenalotte, cette commune du Doubs, peuplée tout juste de 500 habitants, tout abasourdi par cette disparition, dont Brigitte Ligné est élue maire depuis 2014. Une cagnotte se met en place et permet de soutenir financièrement l'effort de la famille et des bénévoles. Il en sera de même sur le réseau social Facebook, où un groupe est très vite constitué, regroupant toutes les bonnes volontés et les bonnes idées. Le 12 août, les plus déterminés, dont le compagnon de Brigitte, Lucien, et leur fils, commencent eux-mêmes à douter. Ils ne baissent pas les bras pour autant, mais cherchent à orienter autrement leurs recherches et leur enquête. Ils espèrent que si Brigitte Ligné n'est plus vivante, ce qui est plausible, vu le temps qui a passé, on retrouvera au moins son corps. C'est un vœu qu'ils formulent et auquel ils se raccrochent en désespoir de cause. Mais pour qui connaît l'île de la Réunion et ses nombreux sentiers de randonnée en altitude, ce n'est pas systématique, car au milieu d'une végétation touffue et dense, de pics, crevasses, arêtes, failles, grottes nombreuses et parfois dissimulées, trous eux aussi bouchés partiellement ou très bien dissimulés aussi, la tâche est ardue. Les messages de prévention et les panneaux d'explication abondent sur tous les chemins de randonnée, tous balisés et encadrés, au bas des parkings et gîtes. En outre, les guides rappellent ces précautions élémentaires. Au niveau de l'enquête, justement, Brigitte Ligné n'a jamais donné aucun signe de vie ou d'activité, ce qu'espéraient encore les gendarmes de l'île. Pas d'embarquement en avion ou en bateau. C'est facile à vérifier sur une île. Pas de mouvement d'argent, pas de communication téléphonique. Toutes les affaires sont restées intactes au logement du couple. Rien ne trahit une quelconque activité, fût-elle bénigne. La famille effectuera encore, en septembre, octobre et décembre, plusieurs allers-retours en avion entre leur résidence du Doubs et l'île de la Réunion, pour soutenir notamment leurs amis, randonneurs locaux qui, périodiquement, repartent encore sur les sentiers, n'ayant jamais vraiment perdu espoir. Et en fin d'année, même si nous sommes dans l'océan Indien, la météo ne favorise guère les recherches. À ce jour, près de 2 ans après sa disparition, le mystère de Brigitte Ligné reste donc entier. La randonneuse chevronnée reste toujours recherchée, dans le fil judiciaire normal des forces de police et de gendarmerie. Mais au parquet de l'île de la Réunion, la procédure a été close et Brigitte Ligné a été officiellement déclarée décédée. On repartait vers la descente. Ensuite, donc je me suis arrêté quelques minutes. Elle a pris de l'avance en disant effectivement on reprend le chemin de la descente et je l'ai laissé partir et moi donc j'allais la rencontrer par la suite tout simplement. Et malheureusement donc j'ai pas vu effectivement la direction qu'elle prenait exactement. Est-ce qu'elle prenait le sentier de l'ouest ou le sentier de l'est? Et donc j'ai testé sur les deux sentiers. Ensuite j'ai pris celui normal qui était prévu, donc celui de la descente. Et malheureusement j'ai jamais rattrapé. Dès le début de la descente, dès l'entrée dans la forêt, c'est là que j'ai appelé les secours pour leur dire ma femme je la retrouve pas pour l'instant, donc je pense qu'elle est potentiellement perdue. Sa disparition, comme celle du gendarme Mathieu Kézergue en 2017 dans le cirque de Mafat, demeure de véritables mystères. Je souhaite énormément de courage à la famille de Brigitte et j'espère qu'elle sera un jour retrouvée. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.
Elle a disparu là et après il n'y a plus rien. Cela devient très très dur, pour moi-même comme pour ma fille. Savoir qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, ce qu'elle subit. C'est plus ça. Bah maman, si tu m'entends, tu me manques et je t'aime. J'aimerais que tu reviennes. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Alicia Allemersch. C'est une disparition extrêmement inquiétante. Nous sommes à Charleroi, en Belgique, en ce dimanche 12 novembre 2006. C'est une ville de Wallonie, bien connue pour son calme et sa sérénité. Rien d'extraordinaire ne défrayait jusque-là la vie paisible de ses habitants. On est en automne. Il est déjà tard ce soir-là. Il est précisément 22h35. Quand la jeune Alicia Allemersch, toute jeune mère de famille de 22 ans, qui vit en couple avec un garçon prénommé Judy Gaël, se rend compte qu'il n'y a pas de pain pour le petit déjeuner du lendemain. Précisons d'entrée que le couple formé par Alicia et Judy Gaël ne va pas très bien, se disputent fréquemment sans se séparer cependant, et qu'Alicia aurait même reçu des coups de la part de son compagnon qu'elle sait volage. Ce dernier s'est finalement endormi devant la télévision, sur le canapé, où ils avaient regardé ensemble un film d'horreur Scream. Ils ont eu, un peu plus tard, une relation intime. Leur bébé, une petite fille prénommée Jenna, alors âgée de 8 mois seulement, dort paisiblement. Alicia décide alors de sortir vite fait pour aller chercher du pain pour le lendemain. Ici, certains commerces restent en effet ouverts tard le soir. Elle n'en a pas pour longtemps, pense-t-elle. Elle laisse alors un mot sur la table basse, précisant ses intentions et quitte le domicile. En chemin, elle retirera la somme de 50 € à un distributeur automatique de billets et téléphonera à l'un de ses amis, François, auquel elle a très vite donné un surnom, Loulou. On sait qu'il ne lui est pas insensible et qu'il s'appelle souvent. La discussion entre eux durera assez longtemps et ses pas l'amènent à la porte de Neuville, à la place Verte et enfin à la place Ruchoux, où elle espère pouvoir trouver du pain frais. C'est à 2 kilomètres, soit à une petite heure de chez elle. Notons quand même que ce quartier de la ville, qu'on appelle aussi les quartiers Carralos, de la basse ville, et elle les connaît de réputation, n'a pas bonne presse, surtout le soir, et est connu pour être le théâtre de divers trafics, dont des stupéfiants, mais pas que, organisés par de petits voyous, de prostitution aussi. Mais Alicia, qui a du caractère et du cran, ne s'en laisse pas compter. Nous savons qu'après avoir pris du pain et fait demi-tour pour revenir chez elle, Alicia aurait fait part à son ami François, en fait du fait qu'elle se sentait suivie. À un moment donné de la conversation, nous savons qu'elle a dit à son ami « Attends, Loulou !» au moment précis, pense ce dernier, où quelqu'un l'interrompait et s'adressait à elle. Il estime que sa voix ne portait pas de traces particulières d'inquiétude ou d'angoisse, mais ce n'est qu'un ressenti. Puis, plus rien. La conversation est brutalement interrompue. La jeune femme a disparu, comme effacée de son chemin. Elle ne répond plus au téléphone. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu, n'a rien remarqué. Aucun piéton suspect n'est signalé ou croisé. Aucun véhicule suspect ne s'est fait remarquer. Il n'y a d'ailleurs personne dehors à Charleroi à cette heure désormais avancée de la nuit. Et surtout, l'omerta habituelle règne dans ce quartier. On ne retrouvera rien non plus, ni ses lunettes, ni son écharpe de couleur rose et blanche, bien visible, ni son pain, ni la monnaie de ses 50 €,
ni même son téléphone. Les premiers contacts de Marcel, le père d'Alicia, de Megan, sa jeune sœur, et de Judy Gaël, le compagnon d'Alicia, avec les services de police sont difficiles d'entrer et ne produisent aucun effet. Les policiers leur disent d'attendre au moins 48 heures et mettent l'hypothèse qu'elle a pu quitter volontairement le domicile conjugal, qu'elle donnera bientôt des nouvelles, mais ne font rien, n'entreprennent rien non plus. Il faut encore insister lourdement et longuement dans les jours suivants pour qu'une enquête soit enfin ouverte et que le parquet soit officiellement saisi. Le père, très inquiet, perd patience et juge qu'il y a 2 niveaux de traitement des affaires dans le pays. Et, ulcéré, il en fait part à la presse ouvertement. Il n'a pas entièrement tort, car il sait pertinemment que dans ce genre d'affaires de disparition, voire d'enlèvement de personnes, les premières heures sont souvent capitales et décisives. Car les chiens de recherche, les patrouilles enfin à engager sur l'itinéraire supposé de la disparue, les plongeurs également mis en alerte, ne seront activés que plusieurs jours plus tard, avec d'évidence déjà un gros handicap de temps et de retard qu'ils ne pourront jamais rattraper. L'enquête n'avance guère. Il semble, mais soyons très prudents dans ce qui pourrait ici clairement apparaître comme une accusation, ce qui n'est pas le but recherché, que les policiers n'y consacreraient peut-être pas alors toute l'énergie nécessaire. D'autant que des éléments troublants sont vite apparus. En effet, le compagnon de la jeune femme Judy Gaël est un personnage pour le moins sulfureux. Si en homme volage, rappelons que les 2 jeunes gens ne sont pas mariés, le jeune homme multiplie les aventures et les liaisons, celle entretenue ouvertement et encore du vivant d'Alicia avec sa sœur Megan, âgée de 14 ans à peine, pose question. Cette liaison, qui finira en vie commune 2 ans après la disparition d'Alicia, après tant d'autres, durera près de 5 ans. Ils auront un enfant ensemble et, fatalement, la jeune Megan, amoureuse ou manipulée, on ne saurait le dire, subira les mêmes sévices et vexations que sa sœur aînée. Mais elle affirme haut et fort l'innocence de Judy Gaël. Cette piste, une piste comme une autre sans nul doute, a-t-elle été suffisamment creusée par les enquêteurs ? Y avait-il ou non un lien avéré entre la mystérieuse disparition d'Alicia un soir d'automne à Charleroi et la vie mouvementée de son compagnon ? Cette vie chaotique a-t-elle été bien cernée et bien tracée le soir de la disparition d'Alicia ? Son alibi a-t-il été soigneusement vérifié ? A-t-il été interrogé sur le fait qu'il se soit mis en ménage avec une autre femme à peine 10 jours après la disparition non expliquée d'Alicia ? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, restent aujourd'hui sans réponse. Et le temps qui passe n'arrange décidément rien. La mémoire se dilue, les souvenirs s'espacent, se confondent aussi. Rita, la maman d'Alicia, a fini par mourir de chagrin, déjà malade du vivant de sa fille. Le père, lui aussi, vieillit inéluctablement, ressasse sans arrêt cette histoire non résolue et ne va pas bien. Car Alicia restera sans doute, à moins d'une énorme surprise, mais cela paraît de moins en moins probable, vu les années qui passent, une disparue de plus. Et cela reste tragique. Je m'appelle Jenna, j'ai 14 ans, je suis la fille d'Alicia Lemaire. Elle a disparu le 12 novembre 2006 entre 22h45 et 23h30. Elle a disparu en allant chercher du pain. Cela s'est passé le 12 novembre 2006, une journée banale avec ma fille Jenna et Alicia. Nous nous sommes rendus aux aires ménagères de Charleroi. Tout se déroulait très très bien.
On a mangé un morceau ensemble. On est rentré à la maison, on a regardé un film ensemble. Mon papa s'est endormi dans le fauteuil. Ma maman a fait une lettre en disant qu'elle allait chercher du pain car il n'y en avait plus pour manger demain matin. Je me suis réveillé à 23h avec un mot sur la table, comme quoi Alicia était partie à 22h45 me chercher du pain. J'ai eu des informations. Elle est passée sous un pont bien sombre. Elle s'est rendue à la banque en enlevant 40 €. Elle s'est rendue au Triangle. Au premier magasin, elle n'a pas trouvé de pain, donc elle est au deuxième, elle a trouvé. Et en retournant à la maison, près du rive gauche, elle a disparu là. Et après, il n'y a plus rien. Ma fille avait 9 mois à l'époque. Maintenant, 13 ans après, toujours aucune réponse à nos questions. Cela devient très très dur. Pour moi-même, comme pour ma fille. Savoir qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, ce qu'elle subit. C'est plus ça. J'ai toujours un peu d'espoir, mais c'est pas facile. J'aimerais qu'elle revienne et qu'elle vienne toquer à la porte et que je puisse aller dans ses bras. L'enquête est toujours en cours, bien sûr, mais je n'ai aucun élément nouveau. En tout cas, jusqu'à présent, rien de nouveau. Pas de réponse. Comme s'il n'y avait jamais rien eu, tout simplement. Ça fait 13 ans qu'on attend. On se sent un peu abandonné. J'essaie de mener ma propre enquête pour essayer de trouver plus d'informations, une piste qui me permette d'aller jusqu'à la personne qui l'a enlevé. Je fais cet appel à témoins pour savoir si quelqu'un aura entendu, vu quelque chose. Essayer de trouver des réponses à nos questions, car ma fille vit depuis 13 ans sans maman. Cela n'est pas facile. Maman, si tu m'entends, tu me manques et je t'aime. J'aimerais que tu reviennes. Voici les dernières images d'Alicia. La jeune femme de 20 ans retire de l'argent dans un distributeur de la ville basse de Charleroi. Une des seules certitudes du dossier est le moment de sa disparition, le 12 novembre 2006, entre 23h10 et 23h15. 10 ans plus tard, la maman de la jeune fille espère toujours qu'un nouvel élément relance l'enquête. Alicia était au téléphone avec son ex lorsque quelque chose s'est passé. Elle a eu ces derniers mots. Elle se sentait suivie, attends Loulou. Et puis plus rien, ça a coupé. Est-ce qu'elle a été interrompue, quelqu'un qui demandait son chemin? Donc il y a quand même quelqu'un qui a vu quelque chose. Enfin moi je dis, c'est pas possible, quelqu'un qui n'a rien vu, c'est pas possible. Alicia menait une double vie sentimentale avec d'un côté son ex et de l'autre le père de sa fille. Avant de quitter son domicile, elle avait laissé un mot à ce dernier. Il est 22h45 quand je pars. Son compagnon avait témoigné dans les premiers mois de la disparition. Il s'est passé quelque chose, car elle n'aurait jamais laissé tomber sa fille, ça c'est sûr et certain. C'était une mère, je veux dire, tout le temps avec sa fille. Ou elle a été victime d'un crime crapuleux, on l'a enterré quelque part, et tant que quelqu'un ne parlera pas, on ne saura rien. Ou alors elle a été enlevée pour un réseau de prostitution. Autre possibilité, une séquestration, comme celle connue par l'Autrichienne Natacha Kampusch. Il y a quand même bien quelqu'un qui doit avoir des remords, qui doit se remettre à notre place, on doit savoir. C'est difficile de perdre un enfant, mais c'est difficile de vivre avec cette incertitude. Nous avons contacté le commissaire en charge de l'enquête de cette étrange disparition. Il nous a confirmé que pour l'instant, les investigations sont au point mort. C'est la fin de cette tragique histoire. J'espère du fond du cœur que la fille d'Alicia ainsi que le papa d'Alicia auront un jour des réponses. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.
j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Alison et Marie-Joseph Benitez. C'est encore une de ces affaires de disparition inquiétantes qui défraient très largement la chronique. Là, c'est une mère et sa fille qui disparaissent mystérieusement à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, en juillet 2013, sans donner de signe de vie. Et si crime il y a eu, il a été atroce. Le 14 juillet 2013, un jour férié pour tout le monde, jour de fête et de liesse populaire. Marie-Josée Benitez, née Barbé, âgée de 53 ans, et sa fille Alison, 19 ans, candidate à l'élection prochaine de Miss Roussillon, disparaissent mystérieusement sans laisser de traces ni signe de vie. Leur mari et père, Francisco Benitez, adjudant-chef à la Légion étrangère en garnison à Perpignan, est vite pressenti comme suspect numéro 1. En instance de séparation avec son épouse, fusionnellement attaché à sa fille Alison, il n'alerte cependant la police qu'une semaine après. Et encore, d'un court message froid et sibyllin. Mais 2 semaines plus tard, il est retrouvé décédé dans la caserne où il est en poste, laissant une vidéo où il clame son innocence. En 2016, des fragments d'ossements retrouvés relancent l'enquête, avant que les analyses ne prouvent qu'ils sont d'origine animale. Francisco Benitez avait déjà été entendu en 2004 dans une autre affaire de disparition inquiétante et mystérieuse, à Nîmes, s'agissant là de son ex-maîtresse brésilienne Simone Oliveira Alves. Des témoins qui seront entendus dans le cadre de l'enquête diront que la dernière fois qu'ils ont vu Alison, celle-ci avait rendez-vous avec son père Francisco, surnom Paco, adjudant-chef à la Légion étrangère, à Perpignan. Francisco indiquera aux amis de son épouse et de sa famille qu'elles sont en fait parties toutes les deux en voyage à Toulouse et que leurs portables sont éteints. Par ailleurs, il ne prévient pas la famille de son épouse, ni ne montre d'inquiétude. Néanmoins, après plusieurs jours où ils sont sans nouvelles, ce qui est inhabituel, des amis d'Alison préviennent la police de la disparition de la jeune fille et de sa mère. Francisco, se sentant un peu contraint, fera de même le 22 juillet 2013. Les policiers saisis de cette double disparition mystérieuse ne parviennent pas à retrouver la trace d'Alison et Marie-Josée Benitez, à Toulouse où elles auraient dû se rendre au dire même du père. Ni l'une ni l'autre ne possèdent le permis de conduire et l'examen des caméras de vidéosurveillance de gare de Perpignan et de Toulouse reste infructueux. Quant à un éventuel départ en train ce jour-là, mais aussi la veille et le lendemain, en gare de Perpignan ou un voyage vers Toulouse. Les enquêteurs questionnent davantage Francisco, qui expliquera finalement le départ de son épouse et de sa fille, par des difficultés survenues dans le couple. Les recherches montrent par la suite qu'il n'y a pas d'appel téléphonique sur les téléphones portables, ni de mouvement sur les comptes bancaires des disparus depuis le jour de leur départ supposé. C'est le 2 août 2013, finalement, qu'une information judiciaire pour recherche des causes d'une disparition inquiétante est ouverte au parquet de Perpignan. Des fouilles et battues sont entreprises en vue de les retrouver, mais elles ne donnent rien. Le bruit médiatique fait autour de cette affaire de disparition mystérieuse alerte la famille de Simone Oliveira Alves, une femme d'origine brésilienne, résidant à Nîmes, qui a, elle aussi, mystérieusement disparu en 2004 et qui, curieusement, a également été la compagne de Francisco Benitez, sans savoir qu'il avait déjà eu une autre concubine. La double vie de ce dernier est ainsi mise à jour et la similitude dans les disparitions intrigue fortement les policiers. L'enquête concernant cette seconde affaire, clôturée depuis, est réouverte et jointe à la première. 2 semaines plus tard, Francisco Benitez, par l'intermédiaire d'une vidéo diffusée sur le site internet de Paris Match, lance l'initiative d'un appel à témoins pour retrouver sa fille et sa femme, tout en y clamant son innocence.
Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Pendant 3 semaines, nous suivons des choses très graves, des événements très durs à tenir. C'est pour ça que pour l'instant, on a resté dans ce silence, en attendant que la police fasse son travail. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Nous sommes une famille comme toute autre famille, avec des hauts et des bas. Les gens qui me connaissent vraiment, là, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Aujourd'hui, je suis en incertitude de retrouver ma fille, parce que ça fait déjà 3 semaines qu'elle est partie. Et ma fille jamais m'aurait fait des choses comme ça, de ne pas donner des nouvelles ni des choses comme ça, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête, et on tient, et on tient, et on tient, mais c'est trop dur, on est à la limite d'exploser. Nous, on ne fait pas cette vidéo pour choquer les gens, juste pour dire aux gens qu'on est en famille normale, qu'on a un père, qu'on a des mères, qu'on a des enfants. Et ce n'est pas une histoire de légionnaire ou pas légionnaire, non, c'est une histoire de cœur. C'est une famille, c'est tout. Merci encore une fois à tous les amis pour sa mobilisation. J'espère que ma fille sera retrouvée, ainsi que sa maman. Monsieur, je peux dire que je suis optimiste. Le 5 août 2013, il met fin à ses jours à la caserne de la Légion étrangère de Perpignan, après avoir appelé une autre de ses maîtresses, résidant, elle, à Barcelone, en Espagne. Il lui dit qu'il n'aurait plus supporté la suspicion générale. Francisco Benítez, né à Algeciras le 13 décembre 1963, mais élevé à Ceuta, enclave marocaine dans le sud de l'Espagne, a vécu à Séville dès l'âge de 20 ans. Il y avait fait la connaissance en 1988 de Marie-Josée, une jeune femme célibataire mais déjà mère de 4 enfants, née de pères différents, et qui travaillait alors dans des bars à hôtesses proches du port de Marseille où elle résidait. En 2010, il est passé adjudant-chef, sédentarisé à Perpignan, à la tête du poste d'information de la Légion étrangère. Ce sera son ultime affectation après un parcours militaire brillant et riche en exploits au service de la France. De leur union, née le 24 mai 1994, Alison Solène, la seule et unique fille de Benítez, qui nourrit pour elle un amour démesuré. Mais 4 ans plus tard, taraudé par le démon de midi, le légionnaire fait la connaissance de Simone d'Oliveira Alves, là encore dans un bar d'entraîneuses à Nîmes. Si au début Marie-Josée et Simone ne se doutent de rien, les relations de Francisco Benítez avec sa maîtresse brésilienne se détériorent au bout de 6 ans. À ce moment-là de l'histoire, il y a 2 versions. Je vous expliquerai la deuxième version plus tard dans la vidéo. L'homme d'une jalousie maladive n'hésite pas à se montrer violent avec Simone, qui est brièvement hospitalisée en novembre 2004 pour des raisons qui restent floues. Il s'agirait soit d'une tentative de mettre fin à ses jours, soit d'une fausse couche. Quelques jours plus tard, le 29 novembre 2004, elle disparaîtra sans laisser de traces. Francisco Benítez est brièvement entendu dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante. Il affirme avoir rompu avec sa maîtresse et ne plus avoir eu de nouvelles d'elle depuis. L'enquête initiale n'ira pas plus loin. Malheureusement, et ce sera son terrible péché mignon, Francisco Benítez aime les femmes, toutes les femmes qu'il croise, les jeunes, les plus vieilles, les espagnoles, les sud-américaines et les françaises. Un tombeur andalou. Marie-Josée, qui n'était pas dupe de tout ce ménage à 3, pardonne néanmoins à Benítez, s'incartade et décide malgré tout de l'épouser le 10 novembre 2006.
Mais Francisco ne tient pas parole et multiplie les relations adultères, y compris avec des femmes plus âgées que lui. C'est en examinant les messages reçus par le portable de son père, en 2012, qu'Alison découvre les messages énamourés d'une certaine Dolores, une femme militaire de carrière en poste à Perpignan. Une violente dispute éclate et Francisco Benitez abandonne alors le domicile conjugal. Il ne met cependant pas fin à ses aventures amoureuses. Il se sépare de Dolores et entame une nouvelle relation avec une ancienne amie, une compatriote Maria Teresa, agent de sécurité et de surveillance au consulat français de Barcelone. Il envisage même de refaire sa vie avec elle en Espagne. Mais très peu de temps après, Alison et Marie-Josée disparaissent sans laisser aucune trace. Une enquête est ouverte où Francisco Benitez apparaît comme le suspect numéro 1. Il panique significativement lors de la perquisition détaillée, menée en sa présence dans le logement familial, notamment lors des fouilles au sous-sol. En effet, d'importantes traces de sang sont très vite retrouvées dans le garage et ont manifestement été lavées avec une quantité importante d'eau de javel, diluée dans de l'eau sans cependant avoir pu être effacée totalement. D'après les enquêteurs, il est raisonnable de penser que les deux crimes auraient pu être commis concomitamment au rez-de-chaussée. Des odeurs nauséabondes provenant de cet endroit avaient été décelées par des témoins, dont l'une des maîtresses de Benitez. Christine, une amie de Marie-Josée, se souviendra aussi que cette dernière lui avait montré un jour l'existence d'une trappe permettant d'accéder à une ancienne fosse septique, située sous le vide sanitaire, dans laquelle elle stockait diverses affaires, et où Francisco remissait du vin. Depuis, ce vide a curieusement été comblé par du sable. Des prélèvements sont également effectués dans la caserne et permettront de retrouver des traces de sang d'Alison Benitez dans un congélateur et un lave-linge familial. Le congélateur, au moins, a fait de curieux allers-retours entre le domicile et la caserne, où le père est en fait en poste aux alentours immédiats du 14 juillet 2013. Mais sa mort survenue le 5 août 2013, après un ultime coup de fil à sa nouvelle et dernière amie, Dolores à Barcelone, sonne le glas de cette enquête où il apparaissait de plus en plus comme le suspect numéro 1. Il en est de même des recherches sur la cause de la disparition de sa première compagne, à Nîmes, l'action publique étant à jamais éteinte par la mort du principal suspect. Il me semblait important de revenir sur les principaux faits importants de cette affaire. Le 14 juillet, une dispute éclate entre Francisco et sa femme. Serait-il possible qu'Alison ait voulu défendre sa mère et qu'un double drame se soit produit ce jour-là? Et par peur que Francisco ait caché les corps? Au commissariat de Perpignan, les policiers entendent la fille aînée de Marie-Josée, issue d'une première union. Elle est présente aux côtés de Francisco, son beau-père. Elle est très inquiète, mais elle soutient fortement son beau-père. Elle aussi déclarera que la situation est anormale. Pour preuve, elle montre aux policiers le dernier texto qu'elle a reçu de sa mère. Un message envoyé peu après 17 heures, le jour même de la disparition de Marie-Josée et Alison. Pour les policiers, la fuite volontaire est crédible, car Marie-Josée a déjà quitté plusieurs fois le domicile conjugal. Au mois de juillet, un exemple parmi tant d'autres. Elle était partie pendant plusieurs jours, suite à une dispute avec Francisco. Une chose des plus importantes, les amis d'Alison sont très inquiets, car Alison devait réaliser le rêve de sa vie. Donc elle n'avait aucune raison de partir. Elle était dans son rêve de jeune fille de devenir Miss Roussillon, très motivée, très sérieuse, qui rêve de ce concours depuis toujours. Pour Alison, rien d'autre ne comptait. Donc pourquoi laisser ce projet?
qui lui tenait tant à cœur. Le concours devait être le 14 juillet, le jour de sa disparition. Considérée en plus comme la favorite du concours, Alison avait mis toute sa vie entre parenthèses pour se consacrer à cette compétition. Pour être au top pour ce concours, elle a abandonné sa formation en alternance en coiffure, dans un salon au pied de son habitation. Elle reprendra sa formation plus tard, après le concours. À partir des témoignages des amis d'Alison, les enquêteurs retracent heure par heure sa dernière journée. Le matin de sa disparition, Alison a participé à une activité de jet ski dans le cadre du concours Miss Roussillon. Voici les dernières images d'Alison. Quelques heures plus tard, elle disparaissait. Ce jour-là, le photographe du concours a remarqué au déjeuner un comportement différent qu'Alison aurait eu. Elle semblait très préoccupée. Elle semblait également attendre un appel, ne lâchant pas son portable des mains pendant tout le repas. Elle mangera d'ailleurs très peu. Avec qui communiquait-elle? Pourquoi semblait-elle si préoccupée? Les enquêteurs apprendront suite à leur investigation qu'elle communiquait par texto avec son père Francisco. Le repas s'achève et Francisco viendra chercher Alison en voiture. C'est la dernière fois qu'Alison sera vue. Un autre témoignage attirera l'attention des enquêteurs. Quelques jours après la disparition d'Alison, un de ses amis s'est rendu à son domicile pour avoir des nouvelles. Il sonne à la porte. Francisco lui répondra du balcon, en lui expliquant que Alison est partie avec sa mère à Toulouse et qu'elles vont bien. Mais son ami n'est pas convaincu, car Alison était tout le temps sur les réseaux sociaux et envoyait régulièrement des messages et des nouvelles. Les policiers commenceront à avoir des doutes sur une disparition volontaire. Pour eux, c'est sans doute le début d'une affaire criminelle. Pour faire avancer l'enquête, les policiers vont alerter la presse locale. Dans les jours qui suivent, les médias nationaux vont s'emparer de l'affaire. Les policiers espèrent avoir des témoignages éventuels. Dès le lendemain, un avis de recherche est diffusé en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Le 31 juillet 2013, le frère de Marie-Josée apprend la disparition de sa sœur et de sa nièce en même temps que la France entière. Une des toutes premières choses que le frère de Marie-Josée fera est d'appeler son beau-frère Francisco pour savoir ce qu'il s'est passé. Une chose particulièrement troublante, malgré qu'on ne sait pas comment on peut réagir. Contrairement à beaucoup de parents ou de proches de personnes disparues, Francisco ne recherche pas sa fille ni sa femme et il reste cloîtré chez lui. Est-ce le fait de son métier de légionnaire ? Ne pas montrer ses émotions et de rester fort dans toutes circonstances? Beaucoup de témoignages ont afflué au commissariat. Tout le monde a aperçu Alison et sa mère dans différentes villes. Malgré tous ces témoignages, aucune piste sérieuse n'a abouti. Pour les enquêteurs, l'enquête de voisinage est compliquée. C'est la période des vacances. Personne n'est là. Dans l'immeuble où habite Alison et sa mère, personne n'a rien vu, rien entendu. Les policiers poursuivent leurs recherches dans la rue. Ils interrogent quelques voisins, mais rien. Aucune trace d'Alison et de Marie-Josée sur les images des caméras de vidéosurveillance de la ville. Une question se pose, sont-elles vraiment sorties de cet appartement? L'enquête est par la suite confiée au CRPJ de Montpellier. Pour eux, il faut interroger Francisco, la dernière personne à avoir vu sa famille. Il est convoqué le 1er août pour une audition après 18 jours de disparition. Il confirmera que les relations avec sa femme sont fortement dégradées. Il faisait chambre à part depuis plusieurs mois.
Il utilisait parfois un appartement de fonction qu'il avait dans les locaux de la caserne de la Légion étrangère. Il se confiera aux enquêteurs qu'ils avaient décidé de rester ensemble pour ne pas perturber Alison encore pendant quelques mois, et par la suite, ils décideront de divorcer. Il maintient que sa femme et sa fille vont bien, et elles sont bien parties volontairement à Toulouse. Marie-Josée serait partie avec Alison pour le faire souffrir, en lui enlevant sa fille adorée. Il faut savoir que Alison et Marie-Josée s'entendaient très bien. Elles avaient une relation très fusionnelle. Elles passaient la majorité de leur temps ensemble. Elles ne se quittaient pas. Elles s'appelaient quand elles n'étaient pas ensemble. Mais Alison était aussi extrêmement proche de son père Francisco. À ce stade, aucun élément matériel ne remet en cause la version de Francisco Benítez. Donc, la réponse se trouverait-elle au domicile familial? Les policiers se rendront sur place dans l'après-midi du 1er août pour faire une perquisition. Aucune trace de lutte, l'appartement est impeccable. Ils découvriront 2 passeports, celui d'Alison et de Marie-Josée. Des techniciens en identification criminelle seront appelés en renfort. Des traces de sang vont être découvertes dans l'appartement et une trace de pas ensanglanté dans le garage, à 1,50 m environ de la porte du garage. Des prélèvements seront analysés. Les enquêteurs retracent le parcours de Francisco Benítez. Il est très apprécié dans son travail et de ses supérieurs. Il a reçu beaucoup de décorations, des ordres de mission de bonne qualité. C'est lui qui dirige le centre de recrutement de la Légion à Perpignan. C'est une personne importante à Perpignan. C'est un militaire aux états de service exemplaires. Il est décrit comme un homme intègre, bon père de famille, un papa gâteau qui aime sa fille plus que tout. Très respectueux, avec une humeur égale. Un homme charmant. C'est un papa très fier de sa fille. Personne ne soupçonne Francisco d'être à l'origine de la disparition de sa fille et de sa femme. Même pour son beau-frère, il est innocent. Le frère de Marie-Josée arrive à Perpignan pour soutenir son beau-frère. Pour éviter les journalistes, ils quittent ensemble Perpignan. Il pleurait, il prononçait pas une phrase sans bégayer. Il tremblait, il s'arrêtait à n'importe quel endroit en plein centre-ville. J'ai failli même prendre le volant. J'avais pas très confiance. Ce qui lui a fait plus de mal, c'est qu'Alison, avant de partir, ne lui a pas dit au revoir, sachant qu'elle était très très proche de son père. Il quitte Francisco en début de soirée, bouleversé par la détresse de son beau-frère. Il ne se doute pas un seul instant de sa sincérité. Et il ne se doute encore moins du drame qui va se produire dans la nuit. Qu'il était à bout d'ailleurs, ça il le disait clairement, et qu'il allait faire une bêtise. Mais on ne pensait pas. Il a craqué quoi. Il est vraiment dans le désespoir. La France entière est sous le choc, et notamment son beau-frère. Pour Éric, le décès de son beau-frère est un acte fou d'un père désespéré, qui a craqué et qui était dans un profond désespoir. Sur le coup de l'émotion, il lance un appel désespéré dans les médias. Donc, où que tu sois, appelle-moi. Je suis à Perpignan, on est dans l'attente. On l'attend. Les policiers s'interrogent sur les raisons du geste de Francisco, d'autant plus que le légionnaire a préparé son départ avec minutie. Voici ces derniers instants. Je vous les écris, car malheureusement YouTube risquerait de bloquer cette vidéo. Cela épaissit encore plus le mystère sur la disparition d'Alison et de Marie-Josée.
Le 5 août 2013, le jour du décès de Francisco, c'est à Nîmes que les policiers recueilleront un nouveau témoignage. Des années auparavant, à Nîmes, Francisco avait une maîtresse qui se prénommait Simone Alves. Elle aussi a également disparu dans des conditions similaires. Quand les proches de Simone découvrent la vidéo de Francisco, ils font le rapprochement avec la disparition de Simone. Le 29 novembre 2004, Simone, une jeune Brésilienne de 28 ans, disparaît, sans laisser de traces, abandonnant ses 4 enfants. Le départ de Simone étant improbable, une jeune femme entourée de sa famille et de ses enfants, et dont sa personnalité ne colle pas. Tous ses proches diront qu'elle n'aurait jamais pu abandonner ses 4 enfants. Un détail attire l'attention des enquêteurs. Le profil de Simone ressemble étrangement à celui de Marie-Josée. Je m'explique. Il rencontre les 2 femmes de la même manière. Marie-Josée, quand elle rencontre Francisco, est serveuse dans un bar et a déjà plusieurs enfants, 4 enfants à charge. Simone est serveuse dans un bar également et a également 4 enfants. Quand Simone fait la rencontre de Francisco, nous sommes au début des années 2000. À cette époque, le légionnaire est en poste dans la caserne de Nîmes et s'est installé avec Marie-Josée et Alison dans le village de Saint-Gilles, à quelques kilomètres. Pendant 4 ans, sa vie est partagée entre Simone et Marie-Josée. Cette relation durera des années, entre Francisco et Simone. Il ne se cachera jamais de cette relation et de cette double vie. Il ira même au repas de famille. Par contre, ni Marie-Josée ni Simone ne sont au courant de cette double vie. Au début de novembre 2004, tout bascule pour les 2 femmes à l'occasion d'un banal coup de fil. Alors que Marie-Josée essaie d'avoir son mari au téléphone, c'est Simone qui y répond. Du coup, sous le choc, elles chercheront à savoir qui est l'autre, et toutes les 2 se présentent comme la compagne officielle de Francisco. Cela ne se passe pas très bien, forcément, vous allez me dire. Finalement, les 2 femmes vont tenter de se rencontrer quelques jours avant la disparition de Simone. Anéantie de découvrir que Francisco mène une double vie, Simone tente de mettre fin à ses jours. Elle sera hospitalisée. C'est là, en début de vidéo, que je vous ai dit qu'il y a 2 versions. Soit elle a tenté de mettre fin à ses jours, soit elle est allée à l'hôpital car elle a fait une fausse couche. Le 29 novembre 2004, Simone sort de l'hôpital, puis elle disparaît mystérieusement. On la reverra jamais. Dans un premier temps, ses proches vont s'inquiéter. Ils vont essayer de la rechercher, mais en vain. La police va considérer la disparition de Simone comme une disparition volontaire. Mais pour les proches de Simone, la thèse du départ volontaire est invraisemblable. Pourquoi serait-elle partie sans ses enfants, et sans passeport, et sans moyen de paiement? Autant de questions inquiétantes, mais pourtant, à l'époque, cela ne changera pas le cours de l'investigation. Malgré les doutes des proches de Simone, Francisco sera entendu par les enquêteurs en simple témoin. Il n'est pas inquiété par les policiers. Il expliquera qu'il a bien entretenu une relation avec elle, qu'il aurait reçu à ses dires un SMS de rupture, qui rappelle étrangement le SMS envoyé par Marie-Josée pour prévenir de son départ. Trop de similitudes dans ces 2 affaires pour qu'il s'agisse d'un simple hasard. Francisco Benitez est encore une fois la dernière personne à avoir vu Simone et Marie-Josée et Alison en vie. C'est en Espagne que les enquêteurs vont retrouver une ancienne maîtresse de Francisco, grâce à la géolocalisation de son téléphone portable. Les policiers découvrent que cette femme était à Perpignan, au domicile de Francisco, le 19 juillet 2013, soit 4 jours seulement après la disparition d'Alison et de sa mère. Elle y passera une nuit. Cette femme s'appelle Maria Teresa. Elle a 39 ans. Elle est mariée
est mère de famille et habite à côté de Barcelone, à 1 heure de Perpignan. Une question très importante se pose. Pourquoi Francisco prend le risque d'inviter sa maîtresse chez lui alors que sa femme et sa fille peuvent revenir à tout instant, sachant que pour lui, et à ses dires, elles sont parties à Toulouse. Devant les policiers, elle racontera les quelques jours qu'elle a passés avec Francisco. Elle livrera un témoignage qui laisse à penser que Francisco n'était pas si inquiet que ça. Il lui avait confié qu'elle devait rentrer le lundi. Elle livrera un autre détail très troublant. Quand elle arrive à l'appartement de Francisco, elle est surprise par une odeur tenace, dérangeante. Quand elle ouvre la fenêtre des toilettes, elle sent une odeur qui la prend à la gorge. Elle en parle immédiatement à Francisco. Il lui répond « Ne t'inquiète pas, ce sont les poubelles des voisins. C'est toujours comme ça, en plein été. » Quelle est donc cette odeur dont parle Maria Teresa? S'agit-il bien des poubelles, comme le précise Francisco, ou malheureusement quelque chose de plus macabre? Le jour de la disparition, le 14 juillet 2013, le téléphone d'Alison est localisé au domicile familial aux alentours de 18h10, soit 1 heure après le départ supposé des 2 disparus. Autre détail encore plus troublant, le téléphone de Marie-Josée est géolocalisé le 15 juillet 2013, soit le lendemain matin de sa disparition au niveau de la caserne de la Légion. Les déclarations de Francisco ne collent pas avec les analyses de la téléphonie. Un des légionnaires dira aux enquêteurs que le lendemain de la disparition d'Alison et de Marie-Josée, il a croisé Francisco à la caserne avec des draps couverts de sang. Intrigué, il aurait demandé à Francisco une explication. Ce dernier lui aurait révélé que son congélateur était tombé en panne et que son garage aurait été inondé par du sang de gibier décongelé. Il aurait alors épongé le sang avec des vieux draps de la caserne. Des draps qu'il est venu laver ce jour-là à la caserne. En continuant les investigations, ils vont découvrir que Francisco se serait débarrassé de son congélateur. Il l'a transporté à la caserne avec l'aide d'un autre de ses collègues. Ce dernier remarquera qu'il y a des traces de sang sur tout le congélateur. Il en parle à Francisco, qui donnera à nouveau la même explication. À la caserne, il aura soigneusement lavé son congélateur avant de le rebrancher et de le mettre à la disposition de ses camarades à la caserne. Les policiers saisiront le congélateur et le lave-linge. Ils réalisent des prélèvements qui sont envoyés pour analyse au laboratoire de Marseille. Les résultats d'analyse tombent. De l'ADN d'Alison sera retrouvé sur le ventilateur du congélateur, ainsi que sur des joints de la machine à laver. Autre titre, ce soir, ce rebondissement dans l'affaire des disparus de Perpignan. Des traces de l'ADN d'Alison, 19 ans, ont été identifiées dans le congélateur familial. Des traces ont également été retrouvées dans un lave-linge de la caserne de son père. Cette découverte donne un peu plus de corps à la piste criminelle. Les proches des 2 disparus sont sous le choc. Pour les enquêteurs, Alison est décédée. Mais pourquoi Francisco aurait-il tué sa fille, qu'il aimait par-dessus tout? Le scénario envisagé est celui du drame familial. Alison aurait-elle appris la double vie de son père? Cette découverte l'aurait forcément bouleversée, et elle en aurait fait part à sa mère. Francisco aurait-il préféré faire disparaître sa famille au lieu d'être abandonné et perdre la face devant ses proches et ses collègues? La question se pose. Une question se pose. Les analyses faites dans l'appartement n'ont rien donné. Les experts sont incapables de déterminer s'il s'agit de sang humain. Comment l'expliquer? Pour les enquêteurs, Francisco aurait nettoyé la scène à l'aide de produits détergents. Ce type de produit peut détériorer l'ADN et ainsi fausser les analyses. Les relevés de ses comptes vont montrer qu'il avait acheté un important stock de détergents, 8 litres pour être exact.
En poursuivant l'analyse de ses relevés bancaires, il aurait fait d'autres achats suspects. Il a acheté de la corde et des bâches blindées. Les enquêteurs vont analyser le GPS. Ils vont découvrir que Francisco, au cours des 2 semaines qui ont précédé la disparition de sa famille, a beaucoup roulé, plus de 5000 kilomètres. Ils vont s'orienter à Port-le-Cat, où Francisco aurait passé beaucoup de temps. Exactement sur une station d'épuration à une 30aine de kilomètres au nord de Perpignan. C'est un lieu un peu particulier, pas facile d'accès. À plusieurs reprises, Francisco s'y est rendu la nuit. Aurait-il caché les corps à cet endroit? Malgré plusieurs recherches, plusieurs investigations à cet endroit, Alison et Marie-Josée sont toujours portées disparues. C'est la fin de cette tragique affaire. Je ne vous cache pas que je ne sais quoi en penser. Je souhaite beaucoup de courage à la famille d'Alison et de Marie-Josée, et j'espère qu'un jour la vérité sera découverte. J'ai regardé un reportage où j'ai découvert ce message troublant, envoyé à l'excellent journaliste Carl Zéro. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.